Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un véritable Everest de la littérature, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est un voyage immense à travers la mémoire, l'amour et l'art, et l'idée, c'est de retracer ensemble l'histoire complète, tome par tome. Et tout commence avec cette phrase, probablement l'une des plus connues de toute la littérature. Elle nous plonge immédiatement dans l'intimité du narrateur, dans les souvenirs de son enfance. C'est vraiment le point de départ de toute cette exploration vertigineuse de la psychologie humaine. Alors, pour s'y retrouver dans cette œuvre colossale, il faut un plan de route. Et le voici, les 7 tomes qui composent la recherche. Chaque volume est une étape clé dans le parcours du narrateur. On va les suivre pas à pas, dans l'ordre. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier tome, du côté de chez Swann, c'est là que tout se met en place. C'est ici que le narrateur nous présente son univers d'enfance, un petit village nommé Combray, et qu'il introduit le thème qui va irriguer toute l'œuvre, la mémoire. Et bien sûr, c'est dans ce tome qu'on trouve l'une des scènes les plus iconiques de toute l'histoire de la littérature. Le simple goût d'une madeleine trempée dans du thé déclenche ce que Proust va appeler la mémoire involontaire. Ce n'est pas un souvenir qu'on va chercher avec sa tête, non, c'est une véritable résurrection du passé qui s'impose à travers les sens. Tout, Combray, les jardins, la ville, tout ressort de la tasse de thé. C'est magique. Il faut s'imaginer que le monde du jeune narrateur est littéralement façonné par les promenades qu'il fait avec sa famille. Il y a 2 chemins, 2 côtés. D'un côté, celui de chez Swann, qui représente la bourgeoisie, un monde plus concret, plus artistique, et de l'autre, le côté de Guermantes, qui incarne l'aristocratie, un univers lointain, presque mythique, qui le fascine. Ces 2 mondes vont forger toutes ses ambitions. Et au cœur de ce premier tome, il y a quelque chose d'assez particulier, une longue histoire dans l'histoire. Proust nous raconte la passion destructrice de Charles Swann pour une femme, Odette. C'est une histoire qui fonctionne comme un miroir, une sorte d'avertissement qui préfigure les propres tourments amoureux que le narrateur va connaître bien plus tard. Allez, on avance. Le narrateur grandit, il quitte l'enfance et fait son entrée dans le monde. Ces 3 tomes, c'est le récit de son apprentissage de la vie mondaine à Paris, de l'amitié et, évidemment, de l'amour, avec toute sa complexité. Et là, son univers explose, littéralement. À la station balnéaire de Balbec, il découvre l'amour naissant avec Albertine. Grâce à son ami Saint-Loup, il s'approche enfin de ce monde des Guermantes qu'il faisait tant rêver. Chaque personnage est comme une nouvelle porte qui s'ouvre sur une facette de la société, avec de nouveaux codes à déchiffrer. Et c'est là qu'il y a un vrai basculement. Le narrateur surprend une conversation. Et, tout à coup, le vernis de la haute société craque. Il découvre toute une réalité cachée, une vie secrète. Il comprend que la société est un labyrinthe de secrets bien gardés. On entre maintenant dans le cœur battant et souvent douloureux du roman. Ces 2 tomes, La prisonnière et Albertine disparue, sont une véritable plongée en apnée dans les mécanismes de l'amour possessif et de la jalousie maladive. Et la question qui va l'obséder, qui est au centre de tout, c'est celle-ci. Son amour pour Albertine se transforme en une quête désespérée pour la posséder entièrement, pour connaître ses moindres pensées, ses moindres secrets. Mais est-ce que c'est seulement possible? L'appartement de Paris devient une véritable prison. Il la surveille, il la questionne sans cesse, il essaye de contrôler sa vie. L'amour devient une cage. Et c'est une prison pour Albertine, bien sûr, mais aussi pour lui-même, enchaîné à sa propre obsession. C'est l'histoire de Swann et Odette, mais en beaucoup plus intense. Et puis, un matin, c'est le choc. Elle n'est plus là. Elle est partie. Sa fuite le plonge dans le désespoir, mais c'est l'annonce de sa mort dans un accident qui va tout figer. Il ne lui reste alors plus qu'à enquêter sur le passé de celle qui l'aimait, pour découvrir avec douleur qu'il n'a jamais vraiment connu la femme avec qui il a vécu. Et on arrive au bout du voyage, avec le dernier tome. Des années ont passé, le narrateur est plus vieux, complètement désillusionné par le monde, par l'amour. C'est au moment précis où tout semble perdu que la lumière va enfin se faire. Il faut se remettre dans le contexte. Le monde a basculé. La Première Guerre mondiale a tout balayé. Des personnages qu'on a suivis, comme Saint-Loup, sont morts au combat. Et c'est dans ce décor de fin de monde, lors d'une dernière réception, que tout va s'éclairer. Et là, comme au tout début avec la Madeleine, la magie opère de nouveau. Des sensations physiques complètement banales, un pavé qui lui fait trébucher, le bruit d'une cuillère, provoquent en lui des souvenirs d'une puissance incroyable. Il comprend alors que le passé n'est pas mort. Il est là, intact, vibrant, juste sous la surface. Et là, c'est l'illumination. Il comprend enfin le grand secret. La mémoire volontaire, l'intelligence, ça ne donne qu'une image froide du passé. Seule la mémoire involontaire, celle qui est déclenchée par hasard, par une sensation, peut vraiment le ressusciter. Pour Proust, c'est ça la vraie vie.
Et il comprend que la mission de l'art, c'est de capturer ces moments pour les sauver de l'oubli. C'est la révélation finale, sa vocation. Toute sa vie, ses amours, ses déceptions, ses joies, rien n'était vain. C'était la matière première, l'apprentissage nécessaire pour créer son œuvre. Et c'est là que la boucle se boucle de la manière la plus géniale qui soit. Le roman se termine sur la décision du narrateur de commencer à écrire le livre même qu'on vient de refermer. On reste donc avec cette pensée vertigineuse. Pour Proust, la vie ne prend vraiment son sens que lorsqu'elle est transformée par l'art. C'est peut-être ça, le message ultime de cette quête monumentale. C'est en racontant le temps perdu qu'on finit enfin par le retrouver vraiment.